vous accueillir. Et pour démarrer notre session, oui, ceux qui ont des stands peuvent venir s'asseoir. On répartira la présence au stand et les conférences un peu plus tard, je vais vous expliquer. Et pour démarrer, je vais passer la parole au président Bernard Robert qui va prendre la parole. Merci. Bernard, à toi. Chers amis, je suis obligé de m'asseoir parce qu'on enregistre pour les archives, on a des grands témoins, donc les propos seront enregistrés et rentreront dans les archives. Voilà pour l'information de départ. Donc, je vous présente très rapidement l'association. Nous avons 6 membres du bureau. En dehors de votre serviteur, il y a le vice-président Charles Barral, le trésorier René Garcia, le secrétaire Michel Lablanc, une spécialiste de l'environnement Laetitia Panier, et en dernière recrue, on a l'architecte Michel Paulin qui vous présente la conférence de cet après-midi. Sur le conseil d'administration, donc le conseil d'administration comporte les membres du bureau, bien sûr, plus 2 élus, Sergio de Sanfélix, conseiller municipal, et William List, conseiller municipal également d'opposition, Pierre Lipinski, que certains connaissent déjà, qui est un membre de l'origine de l'association, Pierre Entré, que je n'ai pas vu aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit là. Donc, très rapidement, cotisation individuelle 7 €. Alors, il y a également une possibilité de cotisation en tant que copropriétaire d'un immeuble adhérent, c'est 3,50 € par an. Nous sommes une association loi de 1901, ce qui implique, bien entendu, une action collective à but non lucratif, et ce qui veut dire aussi une gestion désintéressée, avec absence de volonté de réaliser des bénéfices ou de se les partager, conformément à la loi. Les intervenants aujourd'hui, nous aurons donc en début de séance Joséphine Chevry, en témoin, collaboratrice de Jean Balladur, Pierre Pillet, présent aussi, qui est arrivé de sa campagne, il a bravé les intempéries de cet événement symbole. On aura un petit intermède de détente avec Thierry Bongrand, un sketch. Et ensuite, nous terminerons la matinée par une sorte de table ronde sur l'étang du Ponant et la presqu'île. L'après-midi, on va s'intéresser aux problèmes de moustiques avec Didier Kerr et Charles Barral. Nous avons aussi l'honneur et l'avantage d'avoir un grand sociologue de la Camargue, Bernard Picon, qui nous arrive d'Arles, avec Christian Pic et Anne Anayan, qui viennent dédicacer leur nouvel ouvrage sur la Grande Côte avec un numéro spécial, enfin un dernier numéro consacré également au Ponant et au golf. Et Michel Paulin, architecte, donc archiviste et archéologue, spécialiste de l'Eptis Magna en Syrie, nous parlera sur la question du béton. Et en principe, nous aurons les conclusions en présence du maire Stéphane Rossignol pour clore la journée. Alors en premier lieu, je tiens, je vais clarifier un peu ma voix, qui est un peu enrouée. Je tiens donc à remercier les responsables de la commune pour l'accès à ce bâtiment de haute plage. Souvenir d'un passé viticole prestigieux, à la mesure d'ailleurs de la dimension des chais qui sont derrière, et on pourrait constater l'espace très important. Pour mémoire, à partir de 1875, on arrase les dunes ici pour planter 4200 hectares de vignes des sables sur le rivage de la baie des Cordes. Les cépages étaient francs-pieds, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas greffés, c'est-à-dire qu'on les incluait
on les inondait pour asphyxier un ravageur des racines qui décimait la totalité des vignobles français, le phylloxéra. Et donc, voilà l'origine de cette cave. Deuxième témoin, l'éolienne, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, de la Manade Gré. Elle pompait l'eau du canal du Rhône à 7 pour distribuer l'eau douce au vignoble de la Grande Motte. En réalité, ce territoire du delta occidental de la Camargue, Camargue gardoise, qu'on voit ici, donc les 50 000 hectares par rapport aux 80 000 hectares de la Grande Camargue. Donc ce territoire est riche d'une histoire géographique et humaine, qu'unit un espace liquide, l'espace de la Méditerranée, de ses étangs côtiers, où, sur une frange littorale en perpétuelle évolution, s'est développée l'activité des villes. Aigues-Mortes est l'une d'entre elles. L'activité de cette ville remonte au XIIIe siècle. Et c'est par elle qu'elle a pris naissance et affirmé sa vocation maritime, disait le célèbre et regretté médiéviste Jacques Le Goff. Voilà, j'ai passé un peu vite sur Aigues-Mortes, en plein milieu d'un espace liquide. Alors, voilà ce qu'était la configuration de la baie au XIIIe siècle, selon le géologue Alain Lemaire. La baie du Repos, accessible par le Gros Louis, avec le Boucanet en formation. Pour mémoire, le conseil d'administration de l'ARP s'est intéressé à ce passé médiéval, mais il en a dévolu la responsabilité à une autre association qui s'appelle Sur les pas de Saint-Louis en Aigues-Mortes, afin de focaliser l'attention sur les menaces du présent. Mais le passé est toujours intéressant à avoir comme référence pour savoir ce qui va nous arriver dans les années qui viennent. Alors, la Grande Motte, avec ses voiles de béton et la luxuriance de ses espaces verts, j'y inclus par extension Port-Camargue, représente un autre ancrage audacieux du XXe siècle, celui-ci, est dédié cette fois non pas aux aventures de navigation en Orient, mais essentiellement à la plaisance et à l'économie balnéaire, accessoirement à la pêche. Le port de la Grande Motte compte 2700 anneaux, à Port-Grégo, 150 unités seulement, ne pouvant dépasser 6,50 m, alors que le port de Port-Camargue, lui, contient 5200 anneaux, c'est l'un des plus grands ports de plaisance d'Europe. Comme on le voit sur ce cliché, Comme on le voit sur ce cliché, le périmètre couvert par les statuts de notre association, ARP, comprend deux entités principales. Sur la gauche, d'une part, une façade urbaine, disons qu'une façade camarguaise, allant du front de mer, c'est-à-dire des plages, jusqu'au canal du Rhône à 7 au nord, et l'englobe des immeubles collectifs, comme vous savez, un quartier des villas, tout un ensemble d'équipements hôteliers et sportifs. Un golf, un tennis, acrobranche, espace aquatique Grand Bleu. D'autre part, à droite, l'ARP couvre le vaste ensemble de l'étang du Ponant, 280 hectares sur 3,5 km de long et d'une profondeur maximale au départ de 4 mètres de fond. Et il se colmate, conçu pour jouer au départ un rôle d'expansion des crues du Vidôme. Voilà en gros le fameux rôle d'expansion des crues du Vidôme qui a été creusé sur un existant préalable. Ainsi que, donc, il couvre le bassin versant du Vidôme, bassin versant qui est très compliqué, comme vous pouvez le voir. Je vais le détailler. Donc vous avez le bassin versant du Vidôme, il est très grand, et il se termine par ce fameux canal antigué, d'où
la difficulté de contrôler les crues. Et nous sommes exposés également au débordement du bassin versant du canal de... Merci Jean-Pierre. De l'étang de l'Or. Alors, sur cette photo, en haut à droite, je peux le... Ça ira mieux. Ah, d'accord. Oui, ça va aller mieux avec les... Sur cette photo, à droite, nous avons 4 zones importantes, 4 points importants. En haut, les portes du Vidot. Un peu plus bas, la deuxième flèche, en bas à droite, c'est la passe de Montago, là où se déverse le Vidot en queue de crique, dans le sens. Ah, c'est bon. Dans le sens des aiguilles d'une montre, la passe de Montago. Et une autre flèche qui n'apparaît pas, c'est le canal aussi, le canal de Saint-Louis qui nous connecte à l'étang de l'Or. Voici donc le décor qui est planté de notre héritage patrimonial légué par la mission Racine. Donc, bienvenue à tous, chers adhérents, sympathisants, à cette journée de patrimoine et environnement. Je salue aussi les élus de notre quartier, ainsi que les représentants d'autres associations granmontoises, culturelles ou sportives, Soulevant le béton, qui est là présent, avec Joséphine Sevry, le CIC, Centre Initiative Culturelle, qui nous prête son projecteur, Atlas et bien d'autres encore. Sans cette solidarité associative, sans l'appui de nos cotisants, sans la vigilance de notre conseil d'administration, nous n'aurions pas pu maintenir une activité de bénévolat sur une aussi longue période de 40 ans. Notre quartier et son plan d'eau sont devenus aujourd'hui une destination. C'était pas ce que je voulais. Voilà, les Centres-Beaux sont devenus une destination touristique très prisée. Quartier, dois-je le préciser, dont le devenir aurait pu prendre une toute autre tournure. Une toute autre tournure. Pourquoi? Inutile de vous rappeler les nuances olfactives pour ceux qui sont encore les pionniers de cette association, suite à la dégradation de la qualité des eaux. Ça a été l'événement qui a provoqué la création de notre association. En effet, au terme de son creusement, comme vous l'avez là, l'étang s'est refermé. Il n'était donc plus ouvert sur les entrées maritimes. Il importait donc d'ouvrir une passe protégée par des enrochements côté ouest, puis côté est. Voici l'évolution de la configuration de la passe depuis 1968. Par la suite, il y eut aussi de sérieuses alertes d'érosion des berges, de graves accidents de pollution bactérienne pénalisant les activités des sports de glisse et j'en passe. Nos anciens présidents, aussi Goujon, Puech, ainsi que Daniel Bournement, assisté de sa secrétaire Suzy Palu, du vice-président Pierre Liskipinski ici présent, sans oublier Guylaine Fraisse, toutes et tous se sont attachés à défendre et valoriser l'exceptionnel patrimoine foncier et touristique que constitue notre quartier du Pont Nord. Deux petits mots sur les dépenses engagées. Je parle au nom ici de notre trésorier René Garcia. Ces dépenses, avec l'argent de vos cotisations, furent diverses. Des prises de vue aériennes régulières, depuis un Cessna au départ, puis on est passé à l'ULM, et puis maintenant on passe au drone. Achat de clichés à l'IGN à Paris, où il a fallu se rendre à Saint-Mandé à l'époque. Analyse bactériologique.
4 datations carbone 14 pour identifier l'âge des sédiments approximatés de la place de Monténégro, ou encore les frais de visite du géologue Alain Lemaire. Sans oublier les impressions annuelles de notre journal Ponant Info, et plus récemment la création d'un site web par Charles Baraille, le financement très récemment d'une vidéo professionnelle sur le Ponant qui vous sera présentée, enfin une prise de vue avec drone de la place des Abîmes et l'achat d'un équipement de mesure de salinité dans les nappes phréatiques qui est présenté sur la table à l'entrée. En plus, récemment, le financement d'une plongée sous-marine. Alors pourquoi une plongée sous-marine? Pour identifier le problème d'affouillement. Pour identifier les incidents techniques. Excusez-moi. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Bon, d'accord. Alors, j'en étais au pont des Abîmes que vous voyez là. La pile côté Grande Motte est soumise à un affouillement qui met le pont en péril. Et donc, nous l'avons signalé au service technique, nous avons fait une démarche auprès du département de l'Hérault, qui est responsable des ponts, parce que ce pont, il dépend du département. Et c'est une affaire à suivre. Heureusement, il y a des pieux qui descendent sur une nappe géologique assez solide, mais néanmoins, il est fortement sollicité. Pour anticiper l'avenir, les leçons du passé sont nécessaires et avoir à l'esprit les événements extrêmes auxquels ont dû faire face nos prédécesseurs. Ici, je représente, à côté de Jean Balladur, Roger Vian, ingénieur X-Pont, comme on dit chez les spécialistes, c'est-à-dire ingénieur polytechnicien avec spécialité ponts et chaussées. Un grand monsieur qui a donc, décidé de créer un exutoire de Vidourle. On a injustement décrié la Grande Motte comme un affront de bétonisation à Sarcelles-sur-Mer qui a saccagé une nature sauvage. En réalité, ce fut le succès incontesté d'un projet très ambitieux conduit par des décideurs visionnaires, Pierre Racine, Philippe Lameau, auquel De Gaulle donnera les pleins pouvoirs, assisté de Roger Vian, le voilà, Jean Balladur, il là aussi, et son paysagiste, Pierre Pillet, que nous avons en chair à l'endos et qui est descendu de ces montagnes. C'est lui qui va vous parler tout à l'heure. Bien sûr, il y a eu de nombreux autres talents qui ont formé une équipe très soudée. Alors l'équipe très soudée, je l'ai là. Voilà. Le résultat a été une offre balnéaire respectueuse d'un espace littoral. C'est bien ça, d'un espace littoral. Excusez-moi, j'ai perdu la chance. Dans l'espace littoral ouvrant ses plages sauvages au bonheur de la nonchalance, une véritable démarche d'architecture en fête, convoquant des sculptures urbaines, comme le jardin minéral, des espaces verts qui ont créé un nouvel art de vivre. Il est donc opportun de rappeler ce 50e anniversaire de la création de la commune, le 60e de la mission Racine, le 100e de la naissance de Balladur et le 40e de notre association. Par cette journée, notre ambition est d'attirer une nouvelle génération de bénévoles pour éviter l'écueil du rabâchage. On a dit que plus on avance, plus nous devenons des vieux croutons qui répéteront les mêmes choses. Et surtout pour créer un lien social attentif aux évolutions de notre monde en pleine transformation, notamment sur le pourtour méditerranéen qui est si agité en ce moment. Enfin, et pour terminer, je remercie chaleureusement mon fidèle et indéfectible ami Jean-Pierre Beignet, qui enregistre nos débats en vidéo pour les archiver. C'est avec lui que nous avons fait pas mal de couvertures aériennes. Depuis le Cessna, on avait ouvert la verrière, y compris les ULM qui nous faisaient mort de trouille. Voilà. Alors je passe maintenant la parole au maître des horloges,
Michel Lavna. À notre premier conférencier, je voudrais vous expliquer un certain nombre de règles du jeu, parce qu'on joue un jeu un peu particulier. On va mélanger une série de conférences plutôt courtes avec des expositions et des stands que je vous présente brièvement. Ici, vous avez une station, un défilement que vous pouvez commander qui est sur le travail fait par Adou sur un futur jardin remarquable au sud de la presqu'île, et les expositions et des vidéos, 3 vidéos sur les appareils à moustiques qui sont présentés, anti-moustiques, qui sont présentés ici, derrière vous. Là-bas, vous avez bien sûr le stand de notre ami Pic qui propose sa nouvelle version de son livre, dont il vous parlera au moment de sa conférence. Sur la droite, vous avez toute l'équipe de Soulevant le béton autour de Joséphine qui nous présentera tout de suite après sa conférence et qui ont fait une exposition photo que vous pourrez apprécier et qui dédicacera bien sûr son nouveau livre. Et enfin, à l'entrée, vous avez le stand de l'ARP qui vous propose des extraits des travaux qu'il a fait sur les panneaux verticaux. Alors, comme nous avons une série assez nombreuse de de relativement courtes conférences, je voudrais vous expliquer qu'on va faire une pause. Actuellement, à peu près tout le monde est assis et c'est pas propice au fait de mettre en valeur les stands. Donc nous allons, après chaque grande conférence, faire une pause de 10 minutes pour vous permettre d'aller aux toilettes si nécessaire, à gauche et à droite, et surtout de discuter, de voir les différents stands. Et vous pourrez, et ça ne durera pas plus de 10 minutes, puisque compte tenu du nombre de conférences, on est obligé d'avoir un rythme assez élevé. Dernière chose, un food truck, vous pourrez aller, on fera une pause de 13h à 14h au moment du déjeuner, et vous pourrez aller vous acheter ce que vous souhaitez au food truck, au camion à nourriture, je ne sais pas comment dire en français. Et on a prévu ici à l'intérieur quelques tables où vous pourrez vous asseoir pour manger ce que vous avez commandé et récupéré, et vous pourrez boire le vin que l'ARP vous offre amicalement. Voilà, donc il est temps maintenant de passer la parole à Joséphine Chevry. Ou